Iran, la guerre inévitable. Point d'interrogation. C'est évidemment d'abord Gérard Araud qui va nous rejoindre pour ouvrir cette soirée. Ensuite, Christine Ockrent, Jean-Louis Vichot, Grégoire de Saint-Quentin, beaucoup d'autres invités spécialistes nous rejoindront. Israël s'engage sur plusieurs fronts de violents combats contre les terroristes. Je vous en prie, Gérard Araud. Contre les terroristes du Hezbollah au Liban, des révélations sur l'assassinat de Nasrallah et sur les possibles bombardements en Iran. Gérard Araud, bonsoir. Bonsoir. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qui se passe au Liban. On voit à quel point, et nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux, Solène Rioux, Claire Cambier, Arthur Saradin. Je recommande dans quelques instants le reportage d'Arthur Saradin que nous allons découvrir ensemble. L'intensification du front au Liban. D'abord, Arthur Saradin, ces bombardements, notamment du QG du Hezbollah, du QG du renseignement du Hezbollah. Est-ce que la puissance de feu israélienne se marque ce soir à Beyrouth? Oui, bien sûr, et pas seulement ce soir, d'une manière générale, ces derniers jours, on a pu voir une intensification des tirs dans la capitale. Alors souvent dans la banlieue sud, avec des points qui ont été touchés de certains immeubles qui appartenaient, en tout cas où se trouvaient des points importants du Hezbollah. Vous avez mentionné le QG des renseignements. Il y en a eu plusieurs ces derniers jours qui ont été ciblés. D'une manière générale, le sud de la capitale a été entièrement évacué par des civils qui n'ont pas eu le choix que de partir face à l'intensité de ces bombardements. On a pu aussi ressentir au Liban l'inquiétude d'autres civils qui voient des zones qui sont hors de la banlieue sud qui ont aussi été touchées ces derniers jours. Hier, il s'agissait dans la nuit d'un centre de secours qui est affilié au Hezbollah mais qui reste un centre de paramédicaux qui a été touché au cœur de la capitale, un endroit qui n'avait pas été touché, même de mémoire, pendant la dernière guerre de 2006 où les tirs s'étaient concentrés sur cette banlieue sud. Donc les Libanais, tous les jours, naviguent avec ces frappes inédites, aussi ces incursions terrestres qu'on a pu voir sur le sud du pays à travers la frontière libano-israélienne. Il y en a encore eu aujourd'hui avec des combats au sol, quelque chose qui n'avait pas été vu depuis 18 ans au Liban. L'armée libanaise qui a ouvert le feu aussi après la mort d'un de leurs soldats dans des tirs israéliens. Le Hezbollah qui continue de maintenir ses positions au sud du Liban et qui fait des dommages chez, les troupes israéliennes qui tentent les incursions dans le territoire libanais. Donc la guerre, pour le coup, est vraiment présente au Liban, elle se ressent dans la tension aussi des habitants de la capitale qui nous confessent chaque jour leur crainte d'une escalade qui ne fait que se poursuivre depuis maintenant une semaine. Arthur Saradin, merci beaucoup. Que vit-on ici au Liban? La dimension historique, jusqu'où faut-il remonter pour avoir un événement d'une telle importance au Liban? Comme votre journaliste l'a indiqué, c'est 2006, j'étais ambassadeur à Tel Aviv à l'époque, et les Israéliens donc avaient lancé une opération de grande envergure au Liban, et d'ailleurs ils avaient été surpris par la résistance du Hezbollah, qui était encadrée, entraînée par les gardiens de la révolution iranien. Ça avait été long, ça avait été difficile, ça avait été coûteux, et ça avait été dévastateur pour le Liban, mais ensuite les Israéliens en avaient conclu qu'ils en avaient, après il y a eu le front s'était calmé et le nord d'Israël a été relativement en sécurité depuis lors. Cela paraît-il un plan quand on voit ce que fait Israël au Liban, à Gaza déjà précédemment, mais aussi contre les Houthis, contre Nasrallah bien sûr, contre le gendre de Nasrallah qui a été tué hier soir à Damas. Est-ce que le plan se met en route contre l'Iran ? Je dois vous avouer que je suis de plus en plus inquiet, n'est-ce pas? Parce que quand on a un gros marteau, tout problème ressemble à un clou. Et on a vraiment l'impression que les Israéliens, qui disposent de la suprématie militaire totale dans la région, avec le soutien des Américains, ils imposent une hégémonie militaire, ils accumulent les succès tactiques, mais des succès tactiques, ça ne fait pas une stratégie, on ne construit pas une politique seulement avec de la force, et comme le gouvernement israélien refuse de faire de la politique, parce que faire de la politique, ce serait lever la question de l'État palestinien, et donc on a une politique israélienne qui n'est que militaire, et donc, combien de temps ça va durer? Parce que militairement, on le voit sur Gaza, ils n'ont pas éliminé le Hamas. Le Hamas est toujours là. Et même au Liban, même s'ils font ils éliminent Nasrallah et même s'ils sont en train d'avancer sur le territoire libanais, ils ne détruiront pas non plus le Hezbollah. Et donc on a l'impression d'une course en avant de la politique israélienne. Moi, personnellement, je ne vois pas où elle va. Certains cercles conservateurs américains
trumpistes et aussi israéliens ont l'idée, eux ne sont pas inquiets de ça. Au contraire, ils disent c'est le moment de changer le Proche-Orient. Vous êtes non seulement un analyste, mais un témoin très précieux. Vous avez parlé à Trump, vous avez parlé à son gendre, Jared Kushner. Il faut lire ce qu'il dit, non pas ce qu'il disait à l'époque, ce qu'il redit maintenant. Il dit... Tous ceux qui ont appelé un cessez-le-feu ont tort. Il n'y a pas de retour en arrière pour Israël. Il serait irresponsable de ne pas profiter pleinement de cette occasion. Se disent-ils, c'est le moment. Mais on a déjà entendu ça. C'est exactement le discours qu'il tenait en 2003 pour justifier l'invasion d'Irak. Et ça a été évidemment une catastrophe épouvantable. On ne construit rien uniquement par la force. Il faut faire de la politique. Or, Israël, comme je l'ai dit, ne veut pas faire de politique et les États-Unis sont paralysés par leur campagne électorale. Mais ça peut durer longtemps. Ils peuvent tuer, bombarder, mais... Qu'est-ce qu'ils construisent ? Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Il y aura toujours le Hezbollah. Alors le Hezbollah, il mettra quelques mois pour se relever la tête, mais il sera toujours là et le Hamas sera toujours là. Et est-ce que ça n'est pas un point de vue d'Européens tranquilles ? Si on se met à la place d'Israéliens, si la France avait un Hezbollah qui veut l'attaquer, l'Iran qui est à deux doigts d'avoir la bombe atomique et qui veut la détruire, on ne dirait pas « oh là là, la guerre n'est pas la solution, la force n'est pas la solution ». On dirait « on agit ». Non mais la force, naturellement que la force est un instrument de politique étrangère, mais la force seule n'est pas un instrument de politique étrangère. La force, c'est un instrument pour parvenir à une fin politique. Donc, comme Israël refuse la fin politique, le seul objectif d'Israël doit être la destruction totale de l'adversaire. Au fond, c'est le suicide d'Hitler dans son bunker. Mais ils le feront pas. Mais ils le feront pas. Ça veut dire quoi ? Vous envoyez une lettre aux Iraniens pour leur dire « Messieurs, s'il vous plaît, renoncez à la bombe atomique », qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi. D'abord, je vous rappelle que l'Iran... Il y avait eu une négociation qui avait conduit à un accord pour limiter le programme nucléaire iranien et que ça a été dénoncé par Trump si en 2018. Si tant est que l'on croit aux promesses des Iraniens. Comment ? Si tant est que l'on croit aux promesses de Téhéran. Pas du tout. Ce n'était pas une question de promesse. La promesse, ça n'existe pas en politique étrangère. Il y avait un régime de contrôle qui était extrêmement strict et les Iraniens le respectaient. Il y avait l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un corps très sérieux, qui disait bien que tout était respecté. C'est Trump qui, en 2018, est sorti de cet accord. Donc la violation du droit, c'est du côté américain que ça a commencé. Alors, pourquoi ne le respectent-ils pas maintenant, sans contrainte ? Ils pourraient très bien le respecter si vraiment ils ne veulent pas la bombe atomique. On voit bien qu'ils y courent. Et c'est l'AIEA qui le dit, c'est Blinken qui le dit, pas en guerre. Mais pourquoi ? Parce que non seulement l'ami Trump a dénoncé l'accord, mais en plus il a imposé des sanctions ravageuses sur l'économie iranienne. L'agression contre l'Iran, je suis désolé, c'est la guerre économique conduite par les Américains en 2018. Les Iraniens ont attendu 1 ou 2 ans, puis ensuite ils ont dit, puisque c'est comme ça, on y va. Après tout, coup pour coup. Cet enchaînement... Et puis, de nouveau, dire que... Non, l'Iran et le Hezbollah... Alors, je me trouve dans la position de défendre l'Iran et le Hezbollah. Non, je ne défends pas l'Iran et le Hezbollah. Mais depuis le 7 octobre, l'Iran et le Hezbollah ont montré toutes les preuves qu'ils ne voulaient pas y aller, qu'ils ne voulaient pas engager une guerre avec Israël. C'est Israël qui a bombardé le consulat Iran à Damas. C'est Israël qui a assassiné Haniyeh. C'est quand même l'assassiner dans la résidence officielle des hôtes de la République islamique, ce qui est non seulement éliminer Haniyeh, personne ne va le regretter, mais c'est infliger délibérément une claque à la République islamique. Et maintenant, c'est s'en prendre et détruire le Hezbollah. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'indulgence française ? Rappelons que le Hezbollah a du sang sur les mains, français, beaucoup de sang français sur les mains. Mais ce n'est pas une question d'indulgence, Darius, c'est une question de réalisme. Quelle est la politique que vous proposez ? Je propose des questions. Oui, mais ça s'appelle des questions, politique, il y a. Je vous rappelle par exemple cette chose étonnante que la France ne considère pas comme terroriste la branche politique du Hezbollah. Mais c'est plutôt une exception. C'est du bon sens. Honnêtement, si vous disiez que la branche politique du Hezbollah est un groupe terroriste, ça veut dire que juridiquement, vous ne pouvez plus leur parler. Or, c'est une force politique qui est capitale au Liban. Il faut savoir ce que c'est. Vous devez parler avec le diable, la diplomatie. Sinon, si vous ne parlez pas au Hezbollah, c'est bien, vous ne parlez pas au Hezbollah. Mais c'est la principale force politique au Liban. Donc vous vous condamnez à l'impuissance. Cela veut-il dire qu'il y a une certaine tradition française, on peut l'appeler gaullienne, gaulo-mitterrandienne, de cultiver les liens, y compris avec toutes ces dictatures arabes, qui est selon vous souhaitable ?
Mais c'est pas une tradition française, c'est la diplomatie. Une tradition très française. C'est la diplomatie telle qu'elle s'est toujours faite. Quand vous faites de la diplomatie, vous devez parler à tout le monde. C'est vraiment, et nos amis britanniques sont les spécialistes aussi de parler à tout le monde. C'est la diplomatie, ça a toujours été la diplomatie. Seulement, évidemment, maintenant, on pouvait le faire assez facilement à l'époque heureuse où la politique étrangère se faisait dans les chancelleries. Aujourd'hui, elle se fait sur les plateaux de télévision, et donc, évidemment, l'émotion rend plus difficile cette réalité cruelle, mais vous devez parler avec le diable. Est-ce qu'il y a un cas iranien? Il y a des diables, il y a des super diables. Un certain nombre de commentateurs considèrent que depuis 1979, l'Iran est plus dangereux encore que les autres. Est-ce que vous le pensez? Plus dangereux que les autres. En réalité, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, vous voyez, c'est pas dans ces termes que je pense. Et vous allez y voir tout ce que vous allez y voir sur la diplomatie française ou mon cynisme. En réalité, ce qui compte au Moyen-Orient, c'est pas de savoir qu'un pays est méchant ou pas. C'est de savoir. Dangereux. J'ai pas dit méchant, c'est la même chose. Dangereux. Et pourquoi il est dangereux? Il serait dangereux s'il n'y a pas d'équilibre entre puissances. Vous voyez. Et donc, le problème, c'est que nos amis américains ont détruit l'Irak, qui était le barrage face à l'Iran. Il y a eu la guerre civile en Syrie, et l'Égypte erre très loin du fait de sa crise économique et sociale. Et donc, il y a eu un effondrement de la puissance arabe qui donne à l'Iran, mais de nouveau, que ce soit la République islamique ou que ce soit le Shah, ça aurait été la même chose. L'Iran profite du trou d'air que connaît le monde arabe. La nature a horreur du vide, ils sont prêts à le remplir. Comment expliquer que les commentateurs aient systématiquement sous-estimé la volonté guerrière à la fois de Netanyahou et des Iraniens? Si on met bout à bout la plupart, pas les vôtres, mais la plupart des prévisions ces dernières semaines, ils ont dit plutôt que Netanyahou n'irait pas si loin, que les Iraniens n'iraient pas si loin. Mais parce que, en réalité, les Européens ont oublié la logique des relations internationales. Nous vivons dans notre paradis, dans notre drame bourgeois, où on discute dans les couloirs de Bruxelles, alors que la vie est une tragédie. Et donc, au fond, le 7 octobre, il y avait un déséquilibre sécuritaire global au Moyen-Orient. Israël était très puissant. Donc, le 7 octobre a permis à la puissance israélienne de se déployer et, certains diraient, de se déchaîner. Alors maintenant, comment s'arrêtera-t-elle? Elle ne s'arrêtera que si quelqu'un l'arrête. Or, personne n'est en position de l'arrêter. Ou elle s'arrêtera lorsque les Israéliens décideront qu'ils ont atteint leurs objectifs. Et lorsqu'ils décideront qu'ils ont atteint leurs objectifs, et leurs objectifs en termes militaires. Et donc c'est pour cela que je suis relativement inquiet, parce qu'ils bombardent le Yémen, on peut se demander où vont-ils s'arrêter? La possibilité qu'ils tuent jusqu'à Khamenei. Hier, sur notre antenne, il y avait, on l'aura un peu plus tard dans l'émission, Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien, disant que ça fait partie des options. De même que, comme vous le rappeliez, ils ont tué Haniyeh, ou Nasrallah, il pourrait tenter de tuer le guide suprême iranien, ce qui évidemment serait un cap. Il a une sorte de situation de chef d'État. Oui, c'est les romans policiers. Mais après ce qu'ils ont réussi à faire avec les beepers et avec la mort de Nasrallah, on peut s'attendre à tout. Visiblement, ils ont infiltré profondément même l'État iranien. Donc, pourquoi pas, mais je ne vois pas ce que ça changerait beaucoup également dans la campagne en cours. Écoutons Donald Trump. Il est celui qui peut-être sera un nouveau pouvoir. On parlait tout à l'heure de son gendre. Il a une vision du Proche-Orient qui est très particulière. Dites cela, n'est-ce pas? Vous êtes parmi les rares à avoir vraiment parlé avec lui de cela. Très clairement, Trump et Jared Kushner, Trump avait chargé son beau-fils, Jared Kushner, de gérer le Moyen-Orient. Alors, je note que lorsque Netanyahou venait à New York, il habitait chez Jared Kushner. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'orientation générale de la famille. Et en plus, il m'avait fait venir avec non seulement Jared Kushner, mais il y avait aussi leur futur ambassadeur à Jérusalem et leur futur envoyé spécial. Et honnêtement, je connais assez bien Israël pour y avoir passé 6 ans, j'avais en face de moi quasiment des Israéliens dont la pensée était palestiniens terroristes, israéliens démocrates. C'était le fond de leur pensée. Et j'ai continué à les rencontrer, parce que j'étais prudent dans ma propre expression, et ça n'a pas changé. Donc ils ont, comme vous le savez, ils ont bougé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et ils ont fait un plan de paix qui était une mauvaise plaisanterie qui correspondait Écoutez ce que dit Trump aujourd'hui sur sa volonté, alors c'est toujours du Trump dans le texte, mais de détruire vraiment la puissance iranienne. Around the world, our enemies are desperate
Dans le monde entier, nos ennemis sont prêts à tout pour empêcher Donald Trump de revenir à la Maison-Blanche, car ils savent que je rendrai à l'Amérique sa grandeur et ils ne le veulent pas. Je tiens donc à faire cette déclaration car nous sommes menacés. J'ai été menacé très directement et j'apprécie les agences que nous avons rencontrées. Mais nous avons été menacés très directement par l'Iran. Et je pense qu'il faut leur faire savoir, et la meilleure façon de le faire est par l'intermédiaire du bureau du président, que si vous attaquez d'anciens présidents ou des candidats à la présidence, votre pays sera réduit en miettes, comme on dit. Voilà, Donald Trump, très exactement, prétend qu'il serait menacé dans sa vie même par l'Iran. Ça vous paraît crédible ? Non, mais s'il le croit, ça veut dire que c'est un fait. C'est ce qui compte, c'est ce que croit Trump. Non, donc s'il est élu, il est évident, ou il est probable, qu'ils suivront entièrement Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, la question qui, à mon avis, est un débat entre Washington et Jérusalem, c'est est-ce qu'on bombarde, est-ce qu'on détruit le programme nucléaire iranien ? Apparemment, Biden a dit non, parce que les Israéliens ne peuvent pas le faire quand même, sans des moyens américains derrière. Mais c'est évidemment à Jérusalem, au point où on en est, c'est évidemment une tentation de régler une fois pour toutes ce problème. On va en parler dans quelques instants avec l'amiral Vichot, qui est un des meilleurs connaisseurs du nucléaire. On sera aussi en direct à Jérusalem. Est-ce que, opérationnellement, comme vous le dites, les Israéliens ont besoin des Américains, s'ils veulent vraiment bombarder les sites nucléaires, notamment ce site de Natanz et Fordo, qui est aussi enterré sous une montagne. Je pense, l'amiral vous le dira, je ne suis pas un expert militaire, mais je pense qu'ils ont besoin notamment de ces bombes très lourdes qu'on appelle des bunker busters, des bombes de 1 tonne, et qui, je crois, sont des bombes que seuls les Américains peuvent leur fournir. Je crois qu'ils ont besoin des Américains, mais il faut demander à un expert. On va l'entendre dans quelques secondes, quelques minutes, effectivement. Si on est optimiste, 1 minute, c'est pas interdit. Moi, je suis français, donc c'est difficile d'être optimiste. Et aujourd'hui, là, vraiment, ça me semble particulièrement difficile. C'est la formule. Les Français sont des Italiens tristes. Exactement. Et là, je me sens vraiment italien du Nord, même. L'hypothèse optimiste des Trumpistes. Les Trumpistes disent, nous étions prêts à la paix. Alors, évidemment, les Palestiniens étaient plutôt les perdants de l'affaire, si je me rappelle bien, mais avec les Saoudiens, avec les Qataris, avec les autres. Est-ce que cette hypothèse existe que, il faut le dire, par-dessus la tête des Palestiniens, parce que c'est leur idée, Israël plus fort puisse renouer ce fil-là? Non, parce que la question est quasiment une question théologique, une question idéologique. C'est la terre, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est la terre de la Bible, aux yeux du nationalisme messianique qui est en train de triompher en Israël. Ils ne vont pas... Vous savez, ils ont identifié chaque colline à un lieu de l'Ancien Testament. Ils ne vont pas le lâcher. Donc non, je pense que ce n'est pas possible. C'est plutôt l'indifférence de... Vous savez, au fond, les Saoudiens... Et d'ailleurs, je crois que le prince héritier l'a déclaré récemment à Tony Blinken. La cause palestinienne lui est profondément indifférente. C'est simplement que l'opinion publique arabe est encore pro-palestinienne. Nous allons nous rendre en Israël, mais pas seulement. Nous sommes avec Solène Rioux, avec Claire Cambier, avec Arthur Saradin, avec Siavosh Gaji à Téhéran. Tous nos correspondants et nos envoyés spéciaux. L'amiral Vichot va nous rejoindre aussi, s'il vous plaît, sur ce plateau. La suite de cette émission, Iran, la guerre inévitable. Et d'abord avec vous, Solène Rioux. Bonsoir, vous êtes en Israël. Solène Rioux, est-ce que la volonté de frapper l'Iran et de frapper surtout les sites nucléaires, elle s'entend de plus en plus en Israël? Alors la volonté de frapper, de riposter contre l'Iran, elle est en effet totale. À entendre les déclarations des officiels israéliens depuis maintenant 2 jours, que ce soit Benjamin Netanyahou, que ce soit le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major ou encore le porte-parole de Tsahal, ce que l'on comprend, c'est que l'Iran va payer, qu'Israël est capable de frapper en tout point du Moyen-Orient et que ceux qui ne l'ont pas encore compris le comprendront très rapidement. Vous voyez, le ton est très ferme côté israélien. L'idée d'une riposte est même omniprésente. Sauf que
Israël va devoir composer avec un allié de taille, les Américains, qui ne sont pas forcément d'accord là-dessus sur tous les plans israéliens. Il a été demandé au président Joe Biden cet après-midi justement qu'est-ce qu'il avait en tête justement pour autoriser Israël à frapper contre l'Iran. Lui, il a répondu, alors nous n'autorisons pas Israël à faire quoi que ce soit, nous conseillons simplement Israël. Sauf que vous vous rappelez qu'hier, Joe Biden a dit qu'il était contre des frappes israéliennes contre des sites d'installations nucléaires iraniennes. En revanche, il a admis cet après-midi qu'il y avait bel et bien des discussions concernant de potentielles frappes israéliennes sur cette fois-ci des sites pétroliers. Reste encore à savoir si Benyamin Netanyahou écoutera les déclarations, les conseils, voire même les injonctions de Joe Biden. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Merci beaucoup, Solène Rioux. Donc, l'analyse de cette situation exceptionnelle, historiquement exceptionnelle, avec vous, Amiral Bichot, mais d'abord la réaction à ce qu'on vient d'entendre ici, à Gérard Haro. Non, d'abord, les Israéliens feront ce qu'ils veulent de toute façon, même si les Américains essayent de les arrêter. La seule influence que peuvent avoir les Américains, c'est éventuellement en ne leur livrant pas des armes. Mais comme les Américains sont en période électorale, ce serait quand même très difficile pour Joe Biden de dire publiquement ils n'ont pas pu détruire les installations nucléaires parce qu'on n'a pas voulu les aider. Donc je dirais que la décision centrale, c'est celle de Benjamin Netanyahou, une fois de plus. Il fera ce qu'il veut. Et de nouveau, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. On se posait la question, Amiral Bichot, sur l'opérationnel. En termes strictement opérationnels, est-ce que les Israéliens ont besoin, oui ou non, de l'aval de Joe Biden ? Je pense qu'ils ont besoin de l'aval de Joe Biden pour passer dans l'espace aérien. Il ne faut pas oublier quand même que l'espace aérien de toute cette zone-là est contrôlé par les Américains de manière extrêmement étroite. D'ailleurs, on l'a bien vu, puisque c'est eux qui ont donné l'alerte à Israël, enfin qui ont permis qu'Israël puisse réagir à temps. Donc les Américains savent tout ce qui se passe dans le ciel à cet endroit. Prenons bien la carte, parce que là, on entre vraiment dans l'hyper concret. On avance dans l'information et dans l'analyse. Si on prend la carte de la région, les avions, ce seraient des avions ou des missiles israéliens, a priori, qui iraient frapper les sites en Iran? Alors, les Israéliens ont une capacité avec leurs missiles de type Jericho, effectivement, d'aller frapper en Iran, mais c'est quand même utiliser ces missiles qui sont en principe prévus pour la dissuasion. Donc, je pense qu'ils n'en ont pas des centaines, et donc ça serait un signal très particulier. Mais c'est surtout les avions. À mon avis, c'est plutôt un raid aérien qui aujourd'hui est envisagé. Et à ce moment-là, mais même les missiles, le ciel est contrôlé par les Américains. Alors, il faut des moyens de brouillage considérables pour arriver à cacher un raid d'importance. Donc, ça ne pourrait pas passer inaperçu des Américains. Si les Américains veulent les arrêter, ils les arrêteront. Mais c'est surtout après. C'est-à-dire que les Américains, c'est eux qui fournissent les Israéliens en munitions. Et les Israéliens ont besoin des munitions américaines. Donc si les Américains disent « vous n'y allez pas », je ne pense pas que M. Netanyahou, aussi désireux soit-il, ira quand même. Si on se représente la carte de la région, ces avions décollants d'Israël doivent survoler, par exemple, la Syrie, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, avant d'arriver en Israël, voire la Turquie, avant d'arriver en Iran. Et pour tout ça, alors la Turquie, déjà, ça avec M. Erdogan, ça a l'air un peu compliqué. Il fait tomber les avions, lui, quand on survole son territoire. Est-ce que c'est faisable? Ça veut dire refueling aussi. Oui, alors il y a les nécessités de ravitaillement en vol, bien sûr. Voilà, donc, mais ils l'ont déjà fait, les Israéliens. Ils ont déjà fait des raids discrètement. Irak. Voilà, sur l'Irak. Tout ça semble indiquer. On comprend bien l'aspect purement technique, mais disons le climat général est quand même que les Américains doivent donner implicitement ou explicitement leur accord. Oui, je pense qu'ils doivent donner implicitement, explicitement. Ils doivent fournir un soutien, notamment, amiral, je ne sais pas, mais vous savez, les bunker busters, ces bombes d'une tonne, ils en auraient sans doute besoin s'ils s'attaquent au programme nucléaire. Oui, alors on a constaté, en particulier avec l'attaque contre le Hezbollah, et puis surtout l'attaque contre le Hamas, que les Américains avaient fourni de telles bombes manifestement aux Israéliens, puisqu'ils ont été détruire des PC enterrés profondément. Quand ils fournissent l'arme, ils doivent dire aussi vous les utilisez avec mon autorisation. Exactement, et dans la zone que je vous autorise à les utiliser. Et sans doute, on voit bien avec l'Ukraine. En passant la mort de Nasrallah, je pense qu'ils ont autorisé l'utilisation de la bombe pour la mort de Nasrallah. Oui, et ça veut dire cette énorme bombe pénétrante, c'est un bon exemple, qui a pénétré plusieurs étages à l'extérieur, plusieurs étages à l'intérieur. Les Américains ont dit oui, selon vous? Moi, je pense que si on a utilisé cette arme, ils ont dû donner l'autorisation.
Je pense que c'est probable. Je ne sais pas. Quel est le secret des dieux. Quel est le plan des Israéliens? Vous disiez d'abord sans doute le nucléaire, c'est une des hypothèses principales. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi. Il n'est plus besoin de vous présenter. Les téléspectatrices, téléspectateurs français maintenant vous connaissent bien. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Vous n'avez pas livré les secrets de vos compagnons d'armes actuels, mais l'idée, l'esprit de l'opération contre l'Iran, quand elle aura lieu, si elle a lieu, c'est de frapper quoi? Alors d'abord, on parle beaucoup de l'attaque aérienne, que ce soit des missiles ou des avions. C'est vrai que ça sera probablement utilisé, mais est-ce véritablement l'essentiel de l'attaque? L'attaque ne sera-t-elle pas électronique, cyber plutôt? On peut envisager une paralysie de toute l'économie iranienne, hein, des sources d'énergie, de communication. On peut envisager des bombes à retardement, dont je suis persuadé qu'il y en a déjà sur le sol iranien, du genre, mais ça ne sera pas ça bien sûr, mais du genre beeper, c'est-à-dire des choses qui sont prêtes à être déclenchées sur le sol iranien, même avec des complices locaux. En ce qui concerne l'attaque militaire en soi massive contre le nucléaire, il y a 2 points très importants. Le premier, c'est que les Américains hésitent, parce que s'ils nous disent ne tapez pas le nucléaire, ça veut dire on tape le pétrolifère. Alors si on tape le pétrole, c'est pas bon pour les Américains non plus. D'ailleurs, c'est bon aussi, pas très bon pour votre portefeuille, parce que le prix du pétrole va grimper très très vite. Donc les Américains sont pas tellement intéressés non plus par qu'on frappe les intérêts pétrolifères iraniens, comme on l'a fait au Yémen contre les intérêts pétrolifères des Houthis. Ceci étant dit, il y a d'autres cibles, à mon avis, beaucoup plus urgentes et importantes que le nucléaire ou le pétrole. Ce sont justement les arsenals de missiles et de drones de l'Iran. Ça, c'est un danger présent et imminent, même si les Iraniens sont à 2 doigts d'avoir la bombe atomique, ils ne l'ont pas encore, ou même s'ils l'ont, ils n'ont pas encore la technologie pour la placer sur l'ogive d'un missile. Pas encore, c'est bientôt. Mais ce qui est déjà présent et imminent, ce sont ces missiles. On en a jeté 180 d'un coup sur Israël l'autre soir. C'est un danger extraordinairement important pour toute la région. Les Saoudiens le redoutent et à raison. Et les Iraniens en ont tellement qu'ils en donnent aux Russes, ainsi que des drones suicides pour attaquer l'Ukraine. Donc ça, c'est si déjà, ça serait bien de faire un peu le ménage ou de diminuer cet arsenal extrêmement menaçant dont disposent déjà les Iraniens. Je suis très frappé, Raphaël Jérusalemi, qu'on parle a priori beaucoup du nucléaire, mais vous ouvrez en réalité le champ. Vous avez l'air de dire que ça peut être les installations énergétiques, l'hypothèse qu'ils veuillent, les Israéliens, casser les reins du régime des mollahs, pas seulement côté nucléaire, mais casser les reins en général de la capacité de ce régime est bien présente. Alors, oui, tout à fait, d'où la tentation de frapper le pétrole. Parce qu'en fin de compte, tout l'argent du pétrole ne va pas dans la poche de l'Iranien moyen, ça vous le savez bien, et ça va dans la poche des ayatollahs et surtout des gardiens de la révolution. Le peuple iranien vit plus ou moins dans la misère et voit à quel point les gardiens de la révolution s'achètent du matériel à coût de centaines de millions de dollars. Mais cet argent vient, entre autres, du pétrole pour déstabiliser le régime des mollahs. On pourrait donc envisager, le seul problème là, c'est qu'on ne dissocierait pas suffisamment la population iranienne qui en pâtirait du régime dont on veut la débarrasser. Autrement dit, dans nos opérations, il vaut mieux pouvoir viser des cibles qui sont spécifiques au régime des mollahs et bien dissocier et bien envoyer le signal clair et net que nous n'avons rien contre le peuple iranien, contre les Iraniens eux-mêmes et que nous n'en prenons que aux dictateurs sous la férule desquels ils sont soumis. C'est aussi un problème de message pour le jour d'après, pour l'éventualité où si on arrive à affaiblir ce régime, il faut qu'il ne soit pas remplacé par un régime aussi mauvais ou pire, mais bien par l'opposition présente en Iran au sein de la classe estudiantine ou autre. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choix à faire, mais comme je le dis et le répète, et ça a été mentionné par allusion, par le porte-parole de Tzahal plusieurs fois, c'est surtout des choses inédites qui vont se passer, des très mauvaises surprises dont moi-même, je dois l'avouer, je suis curieux de savoir ce qu'elles vont être, et à mon avis, elles sont bien enfoncées quelque part sous les doigts de pied de M. Khamenei.
Alors, restez avec nous, puisqu'on va précisément parler de l'ayatollah Khamenei dans un instant, mais votre explication de spécialiste du nucléaire, je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que vous dirigiez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc il n'y a pas plus central dans la dissuasion nucléaire, le site de Natanz, puisque c'est un des sites principaux du nucléaire iranien. Est-ce qu'on peut ou non, avec une bombe pénétrante, descendre jusqu'au nucléaire pour le détruire ? Oui, alors on peut. Le problème, c'est que il est profondément enterré, puisque d'après les renseignements dont on dispose en source ouverte, c'est entre 3 et 5 étages. Mais encore une fois, les Américains, les Israéliens ont montré qu'avec les armes dans les Américains, ils étaient capables de frapper à cette profondeur. Maintenant, une bombe comme ça anéantit une pièce, mais pas une installation tout de suite de la taille de Natanz. Donc il en faudrait beaucoup, sans doute, pour détruire ses capacités d'enrichissement. Mais comme le disait très justement la personne qui vient de s'exprimer, l'objectif immédiat, c'est plutôt les missiles que les installations d'enrichissement. Parce que actuellement, la quantité d'uranium hautement enrichi dont disposent les Iraniens, pour ce qu'on sait des contrôles qui avaient été faits jusqu'au moment où ils se sont interrompus, c'est quelques dizaines de kilos d'uranium enrichi. Donc on n'est pas encore à la bombe. On y vient, mais on n'y est pas encore. Alors que les missiles, ils sont là. Et eux, ils frappent. Donc, et ils commencent à passer. Ils commencent, on l'a vu que cette seconde attaque, certes, les délais étaient beaucoup plus courts, mais cette seconde attaque, plus de missiles sont passés que lors de la première. Est-ce qu'il y a une marge d'inconnu ? Ça va être très dangereux. Y a-t-il une marge d'inconnu ? C'est un régime très opaque. C'est très difficile de savoir ce qui se passe à Téhéran. En plus, il y a des factions entre eux, donc on ne sait pas très bien qui dirige quoi parfois. Y a-t-il une marge d'inconnu sur la capacité militaire de l'Iran ? Alors je pense qu'il y a une marge d'inconnu, effectivement. En plus, cette capacité militaire, elle est duale. Il y a d'un côté les gardiens de la révolution, qui sont même mieux armés que les forces armées d'Iran, enfin les forces armées, les forces régulières de l'armée iranienne, que ce soit l'armée de l'air ou la marine ou l'armée de terre. Les gardiens de la révolution sont souvent mieux équipés avec des équipements dernier cri et plus performants. Donc là aussi, il y a une tête qui est probablement duale. Et d'où l'importance de frapper pour neutraliser ces missiles le plus tôt possible. Et en même temps, n'oublions pas que ça permettrait aussi d'aider un peu l'Ukraine. Le plan israélien peut-il aller jusqu'à tuer le guide suprême iranien Khamenei ? Ce sont les révélations faites par l'enquête de l'agence Reuters sur un scénario assez complet qui est présenté par Reuters, selon lesquels le meurtre de Nasrallah aurait fait l'objet d'un avertissement par Khamenei. Donc les Iraniens auraient fait avertir Nasrallah, et précisément l'envoyé spécial, enfin le messager de cela, qui avait un rôle important pour les Iraniens, aurait été présent lors du bombardement du QG du Hezbollah, et serait d'ailleurs mort lui aussi dans l'opération. Est-ce que ça recoupe vos informations, Raphaël Jérusalemi ? Oui, tout à fait. Je pense que si on en a l'occasion, on ne s'en privera pas. On le saura peut-être demain matin, en fin de compte, parce que demain matin, M. Khamenei a proclamé qu'il mènerait la prière, demain donc vendredi saint des musulmans. Il le fait rarement, il le fait que dans des situations effectivement d'exception, pour reprendre un petit peu les rênes du pouvoir, et donc il a annoncé que demain il mènerait la prière à la grande mosquée à Téhéran. Il se pourrait que ça soit un petit peu problématique pour lui de terminer cette prière entière. On le saura demain. Une chose est certaine, je rigole un petit peu, parce qu'il faut quand même garder notre sens de l'humour devant tout ça. Mais il est évident que non seulement les Israéliens, mais les Américains, et je pense bien d'autres, si l'occasion se présentait d'éliminer Khamenei, ils l'élimineront. Mais je dis toujours, le problème, c'est après. Éliminer Khamenei, ok. On débarrassait l'Iran du régime des mollahs, ok, ça serait extraordinaire, ça serait chouette pour les Iraniens et surtout pour les Iraniennes, à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut installer après, et comment le fait-on face à quand même la présence très massive de ces gardiens de la révolution qui ne vont pas dégager si facilement que cela. Il sera facile d'éliminer un ayatollah ou deux, et peut-être un général ou deux, mais il sera beaucoup plus difficile de se débarrasser de ce poids des gardiens de la révolution, tout en sachant que nous avons effectivement un allié tacite
dans l'armée régulière iranienne qui détestent les gardiens de la révolution. Les généraux iraniens de l'armée régulière sont extrêmement frustrés de voir à quel point les gardiens de la révolution sont gâtés et se gâtent, et comment eux sont en fait lésés au profit justement de ces mercenaires. Un mot, Raphaël Jérusalemi, à ceux que vos propos choqueront, parce qu'il y a un certain nombre d'Occidentaux qui considèrent que même si Khamenei est un dictateur épouvantable, il y en a plein sur Terre, des dictateurs chinois, dictateurs saoudiens, enfin il y a beaucoup de dictatures dans le monde. La Convention internationale est qu'on ne tue pas les chefs d'État, même des pays adversaires. Israël franchirait ce seuil. Que dites-vous à ceux qui sont choqués de cela ? Alors, d'abord, je dirais qu'il doit y avoir une convention internationale. Il faut d'abord ne pas tuer les pianistes, les artistes peintres, et ensuite les chefs d'État. Je ne vois pas pourquoi cette immunité est garantie spécialement à un chef d'État plutôt qu'à une autre personne sur la planète Terre. C'est ridicule, je ne vois pas pourquoi. En plus, appeler Khamenei un chef d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été élu démocratiquement, qu'il gère un pays d'une façon libérale, que personne n'est torturé et violé dans ses geôles, que les gens ne sont pas éliminés dans les rues. Raphaël Jérusalemi, à ce compte-là, vous pouvez essayer de tuer plein de dictateurs sur la planète. Il y en a beaucoup, et des plus puissants que lui d'ailleurs même. Eh bien, je pense qu'il faudrait le faire. Il serait temps que la communauté internationale se réveille et prenne le destin de la planète en main, parce que sinon, effectivement, si on n'a pas cette vision de débarrasser le plancher de ce genre de personnages, en Corée du Nord, en Syrie et ailleurs, je pense qu'on est très très mal parti pour sauvegarder le peu qui reste de vivable et libéral, ouvert. C'est dommage. Alors, avec tout le respect, un chef d'État, c'est un chef d'État. Mais si c'est un chef d'État tortionnaire, meurtrier, je pense que son immunité tombe d'elle-même. Raphaël Jérusalemi, merci. On vous retrouvera plus tard dans cette soirée. Merci beaucoup. C'est frappant évidemment d'entendre cela. Le fait, alors, il n'est plus aux affaires, mais enfin, lieutenant-colonel du renseignement militaire israélien qui tient ce discours, ça illustre, qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, une certaine mentalité en Israël aujourd'hui. Certainement, mais ce qui est aussi très pertinent sur l'intervention, c'est le fait qu'on puisse utiliser des moyens qui ne seraient pas des moyens militaires, mais des moyens cybernétiques, par exemple, pour attaquer l'Iran et faire ce gros coup sur l'Iran. Ça, effectivement, on peut désorganiser. Il y a plein de léoducs, par exemple, qui traversent l'Iran. On peut désorganiser complètement la circulation, les flux de pétrole en Iran pendant un moment, si on a effectivement maîtrisé le système. Et ça, les Israéliens ont démontré récemment qu'ils étaient capables de faire ce genre de choses. La puissance de l'armée israélienne, c'est une armée de milices, avec des centaines de milliers potentiellement. Ils sont déjà extrêmement nombreux à être mobilisés. Il y a comme une limite. C'est un pays de 9 millions, 10 millions de personnes. C'est un petit pays, malgré tout. Est-ce qu'ils sont capables d'affronter tous ces fronts simultanément ? Ils sont en train de démontrer qu'ils sont capables effectivement de continuer à contrôler la bande de Gaza et de déployer 2 divisions qui étaient d'ailleurs dans la bande de Gaza, qu'ils ont expédiées au nord pour faire des raids contre la frontière libanaise. Mais de là à envoyer une armée complète à travers le Liban, la Syrie, l'Irak jusqu'en Iran, je pense que c'est juste totalement impossible. Souvenez-vous que les Russes, qui disposent d'autres moyens, n'ont toujours pas réussi à pénétrer les défenses ukrainiennes dans la grande profondeur. Donc on n'en est pas là. Quelle est la capacité de réplique de l'Iran ? Hier, à votre place, le colonel Goya disait « Il n'est pas impossible qu'ils aient déjà, non pas la bombe, mais un certain nombre, une possibilité de bombes, d'équipements nucléaires qu'ils pourraient par exemple sous-traiter au Hezbollah, en donnant au Hezbollah qui pourrait essayer de les tirer. Ça fait partie des hypothèses, disait-il. Il ne disait pas qu'il y avait des informations en ce sens, mais... Je pense que s'il fallait utiliser une arme de destruction massive dans l'état actuel des choses, et pour ce qu'on sait des capacités iraniennes, ça ne serait pas du nucléaire, ça serait plutôt du chimique. Parce que là, effectivement, ils ont le matériel, et ils en ont beaucoup. Ils ont les missiles qui peuvent transporter du chimique comme ils peuvent transporter l'explosif conventionnel. Et là, on est dans une arme de destruction massive qu'on peut utiliser, je dirais, comme autrefois. Avec en plus des lignes rouges qui, dans le domaine, ont déjà été franchies en Syrie. Donc la menace, elle est plutôt de cet ordre-là. Mais ce qu'il faut rappeler, et c'est ça qui était très pertinent, c'est que l'arsenal de missiles balistiques iranien, de missiles à longue portée, missiles de croisière et missiles balistiques, il est très conséquent. On le compte en milliers d'engins.
Alors même s'ils en ont donné quelques-uns aux Russes, même s'ils viennent d'en utiliser quelques centaines, ils avaient un stock qui était estimé à plus de 3000 missiles. Restez avec nous. Christine Ockrent va nous rejoindre puisqu'il y a l'aspect militaire que vous connaissez superlativement et il y a aussi, bonsoir Christine Ockrent, merci beaucoup, l'aspect géopolitique. Merci d'être là. Rendons-nous au Liban puisque dans cette guerre sur plusieurs fronts, c'est un front très actif, particulièrement actif. Il y a une intensification ces dernières heures des bombardements au Liban, notamment contre le QG du renseignement. Vous y êtes, Claire Cambier. Bonsoir Claire Cambier. Est-ce que vous pouvez nous faire le panorama, disons le résumé de cette action démultipliée ces dernières heures même des Israéliens au Liban? Oui, exactement. Les frappes vraiment se sont enchaînées toute la journée. Il n'y a pas eu une heure sans qu'on ait reçu une alerte. Frappe dans le sud du pays, frappe dans la vallée de la Beka, dans la banlieue sud. Il y a eu une heure environ, c'était à côté de l'aéroport de Beyrouth. Frappe avec des drones, de l'aviation, mais aussi de l'artillerie, puisqu'il y a beaucoup de villages frontaliers qui sont ciblés. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs 25 villages. Dans 25 villages, les habitants ont été appelés à être évacués par l'armée israélienne. Ça devient habituel depuis le début de l'incursion au sol. Alors, il y a des choses intéressantes. Dans son alerte aux habitants, Tsahal leur demande d'aller au-delà du fleuve Awali. C'est au-delà encore, plus au nord que le fleuve Litani. Pour la première fois aujourd'hui, l'armée libanaise a riposté. Cela fait suite à la mort de 2 soldats libanais dans 2 incidents distincts. L'un est mort alors qu'il déblayait une route avec la Croix-Rouge. L'autre était dans une caserne de Binjbeil. On assiste vraiment à une escalade. Et la milice chiite a de son côté revendiqué le nombre d'attaques le plus important depuis le 8 octobre en une seule journée. C'est ce que rapporte en tout cas l'Orient le jour, avec des conséquences. Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué avoir éliminé 17 soldats israéliens depuis le début de l'offensive terrestre. Du côté d'Israël, Tsahal a indiqué qu'aujourd'hui qu'il y avait eu un 9e mort. Merci beaucoup Claire Cambier, vous êtes notre envoyé spécial avec Thibaut Brouk, merci beaucoup. On continuera avec nos correspondants, notamment avec Arthur Saradin dans quelques instants, qui a réalisé un reportage très impressionnant sur l'exode de très nombreux Libanais jusqu'en Syrie. Christine Ockrent, ce qui se passe ce soir au Liban, ce front, alors il y a le front iranien dont on va reparler, c'est le thème de notre soirée, l'Iran, la guerre inévitable pour l'interrogation. Qu'en est-il au Liban? Que se passe-t-il qui fait qu'au Liban aujourd'hui, Israël progresse à ce point? Mais le Liban est, comme d'habitude, sacrifié aux ambitions des autres puissances. C'est un pays déchiqueté, sans État, depuis des années, qui se traîne misérablement avec un exode de ses habitants un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Et en plus, un pays dans lequel, évidemment, l'Hezbollah, on n'ose pas dire un État dans l'État, parce qu'il n'y a plus d'État depuis longtemps, mais un pays qui était devenu la proie du Hezbollah, qui probablement conserve de façon souterraine du matériel militaire de très très forte puissance. Regardez cette séquence, elle montre la puissance de feu de l'armée israélienne qui a déjà bombardé le QG principal, celui où Nasrallah a été tué, mais aussi maintenant le QG du renseignement militaire, enfin du renseignement du Hezbollah à Beyrouth. أكبر. Voilà, l'armée israélienne est visiblement décidée à éradiquer le Hezbollah. On n'est plus au stade des affrontements, disons, quasi rituels qui avaient lieu au sud du Liban. Oui, mais c'est tout petit. Je crois qu'on oublie toujours la dimension géographique. Les distances sont vraiment minimales. Toute la zone de l'aéroport de Beyrouth est sous le contrôle du Hezbollah depuis des années. On dit le sud de Beyrouth, mais en fait le Hezbollah contrôle toujours un réseau de télécommunications qui va jusqu'au nord du Liban. C'est pas du tout uniquement une frange le long du fleuve Litani. C'est véritablement une emprise militaire, une emprise sociale tout à fait importante et une emprise politique. Oui, c'est un État. Il y a un État Hezbollah. Lieu de gouvernement au Liban, on a peine à employer ce terme,
tient avec le soutien du Hezbollah au Parlement. Donc on est véritablement dans un pays prisonnier du Hezbollah. Et il faut bien reconnaître que les autres communautés libanaises, les chrétiens en particulier, plus que les druzes probablement, mais les chrétiens sûrement. Les sunnites, c'est plus ambigu, mais ils ne versent pas des torrents de larmes sur le sort de Nasrallah. Néanmoins, hélas, le Liban n'intéresse plus grand monde. Et c'est effectivement, je crois que le Qatar aujourd'hui a quand même signalé un soutien qui peut être financier. C'est un pays qui vit évidemment presque de mendicité, c'est affreux à dire. C'était un pays magnifique et qui est en ruine. Oui, un mot là-dessus, puisque vous l'amenez. Évidemment, il y a une nostalgie. Toutes celles et ceux qui ont connu le Liban d'avant mesurent le désastre que représentent ces guerres successives, et notamment l'implantation islamiste. L'implantation islamiste et encore une fois l'émergence d'autres rapports de force avec l'Arabie Saoudite, les Émirats qui n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Donc on voit bien, même si le ministre des Affaires étrangères saoudien a publié une tribune dans le Financial Times, je crois, avant-hier, pour souligner à quel point ce qui préoccupe l'Arabie Saoudite, c'est une solution à deux États, mais l'ironie de tout cela, c'est que le sort des Palestiniens n'est pas du tout ce qui intéresse le Hezbollah historiquement, et encore moins l'Iran, et à peine les autres pays sunnites de la péninsule. Christine Ockrent dit bien à quel point le Hezbollah est complètement enquisté au Liban. Le Hamas est enquisté à Gaza. On a le sentiment que Benjamin Netanyahou avait un plan prévu de longue date, un très grand plan pour aller jusqu'à renverser l'Iran, qui est le fourrier d'un certain nombre de ces mouvements. Ce que nous venons de vivre prouve à quel point Israël avait préparé son attaque contre le Hezbollah, puisqu'il connaissait parfaitement ses cibles, il les avait éventuellement piégés. Donc oui, contrairement à ce qui s'est passé à Gaza avec le Hamas, manifestement, l'opération contre le Hezbollah, c'est l'opération qui était dans les plans. Chaque centimètre, chaque beeper, ils avaient n'était absolument pas dans les plans d'Israël. Ils avaient la liste de chaque propriétaire, chez les terroristes du Hezbollah, de chaque propriétaire de beeper. Vous savez que les Soviétiques avaient les mêmes listes pour nous concernant au moment de la guerre froide. C'est une méthode très soviétique de préparer la guerre. On fait du renseignement jusque dans le détail. Donc les Israéliens ont fait ce renseignement de manière extrêmement efficace. Mais pour Israël, c'était aussi une revanche sur une terrible humiliation en 2006. Quand ils s'en sont pris au Hezbollah, ils ont envahi le Liban, encore une fois, et le Hezbollah s'est reconstitué et renforcé. Après, le Hezbollah a résisté et est devenu, évidemment, sous l'impulsion de l'Iran, la première armée, véritablement, non pas de la région, mais en tout cas de la zone sous influence iranienne. Vous avez parlé de revanche. Rappelons à quel point, dans cette partie du monde, l'idée de revanche, elle est présente. Il y a un sentiment de revanche. Alors, évidemment, c'est passé l'atrocité du 7 octobre, mais l'enchaînement, la loi du talion qui, entre Israéliens et Palestiniens, entre l'Israélien et le Hezbollah, entre l'Israélien et l'Iran, fonctionne. Oui, mais on peut penser que le Hezbollah, en fait, a soutenu dès le 8 octobre le Hamas à Gaza, mais du bout des lèvres. Et s'est livré, en fait, à perpétuer un jeu évidemment mortel, mais de guérilla pratiquement au nord d'Israël, avec un système de dissuasion qui avait l'air de fonctionner. Et en fait, Nasrallah a certainement fait une erreur de calcul. Enfin, il s'est trompé sur les intentions de Netanyahou, qui a évidemment saisi l'opportunité. Netanyahou qui voit aussi le calendrier électoral américain, et qui joue Trump de façon assez évidente. Le grand bouleversement de toute cette région. Regardons ce reportage extrêmement fort d'Arthur Saradin. Il montre de quelle façon les réfugiés qui étaient précédemment, ou les habitants qui étaient précédemment au Liban,
partent vers la Syrie, malgré ce qu'est la Syrie. On rappelle l'atrocité de la guerre de Syrie, les atrocités commises par le régime de Bachar al-Assad et par les islamistes du groupe État islamique. Et 1,5 million de Syriens réfugiés au Liban depuis des années. C'est d'une ironie atroce. Avec maintenant ce mouvement inverse, ces images qui montrent à quel point ils fuient la guerre, mais cette fois la guerre au Liban, pour aller plus ou moins se réfugier en Syrie. Et en effet, ici, je me trouve à Masnaa. Nous sommes à la frontière avec la Syrie. Et comme vous le voyez derrière moi, eh bien, il y a des dizaines de personnes qui quittent par la bordure frontalière illégalement. Un peu plus en bas de cette montagne, il y a une route, la route avec un checkpoint de l'armée libanaise qui permet de se rendre vers la Syrie. On parle déjà de plusieurs dizaines de milliers de Syriens réfugiés de Libanais qui seraient revenus de l'autre côté de la frontière pour fuir la guerre au Liban. Mais derrière moi, c'est bien la route illégale que ces Syriens empruntent. Ils ont plusieurs craintes, celle de se faire arrêter à l'arrivée du côté de la zone régime de Bachar el-Assad en Syrie. Alors les risques sont grands, certains n'ont pas fait leur service militaire, d'autres sont peut-être recherchés pour avoir participé au mouvement de la révolution syrienne il y a plus d'une dizaine d'années. Et on peut voir encore aujourd'hui ces dizaines de personnes qui traversent cette montagne à pied. Ils en ont pour quelques kilomètres et certaines personnes passent avec justement ces passeurs qui leur promettent des bus et des taxis pour ensuite être ramenés dans leur village en Syrie. Évidemment, pour eux, les risques sont très grands, mais ils racontent aussi la difficulté pour ces populations réfugiées à subir cette guerre. Nous sommes ici à l'est du pays, dans la plaine de la Beka, où évidemment les conflits avec Israël ne s'arrêtent pas, les bombardements sont quotidiens et parfois pour sauver leur vie, ces populations syriennes décident de prendre la route. Certaines nous racontent avoir eu leur maison détruite, endommagée, et malgré les risques, ils décident de se rendre dans une zone où peut-être d'autres dangers les attendent. Et nous les voyons encore ici traverser cette route. Christine Ockrent, cette image-là est sidérante, ces images de ces réfugiés qui partent cette fois en direction de la Syrie. Mais le malheur de ces gens, depuis des générations, ils fuient la Syrie, ils fuient Bachar el-Assad, ils fuient le Hezbollah, qui a tenu Bachar el-Assad à bout de bras, sur ordre de Téhéran. Et les voilà obligés de fuir la guerre après avoir eu des conditions de survie au Liban qui étaient aussi très difficiles. Le Liban a été le pays qui a accepté ou toléré ou subi le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa propre population. Aucun tabou ne semble aujourd'hui de mise, c'est-à-dire Israël peut tenter, on peut le comprendre de leur point de vue, ils protègent leur nord, ils peuvent tenter d'établir une zone tampon au sud du Liban. Ils veulent vouloir changer le régime absolument, renverser le Hezbollah, mais vraiment complètement à Beyrouth. Oui, et probablement affaiblir ainsi l'Iran, puisque le péril nucléaire iranien est l'obsession des dirigeants israéliens depuis le tout début des ambitions iraniennes en la matière. Il y a un pays dont on parle trop peu, me semble-t-il, parce que il a certainement un rôle pour essayer de temporiser les ardeurs à Téhéran, en tout cas les ardeurs des gardiens de la révolution, c'est Pékin. Parce qu'il y a un traité d'éternelle amitié et surtout des approvisionnements en pétrole qui sont très importants pour la Chine. Et on peut imaginer que plus encore que Vladimir Poutine, Pékin essaye de calmer le jeu, n'ayant pas intérêt, me semble-t-il, à une explosion régionale plus élargie. Oui, parce qu'il ne faut pas jamais oublier effectivement que la Chine est le premier consommateur de pétrole de cette région du monde et que pour elle, c'est absolument vital pour son approvisionnement. Vous avez entièrement raison, madame. Cet homme qu'on a vu à l'image, Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qu'il incarne selon vous? Il est haï ou aimé intensément? En général, il est rarement indifférent, Netanyahou. Le projet qu'il porte, la mentalité israélienne qu'il incarne. C'est d'abord la survie de Benjamin Netanyahou lui-même et sa survie politique. Il était politiquement moribond avant le 7 octobre. Le sort des otages, on pense qu'il en reste une cinquantaine qui seraient encore vivants, semble passer véritablement au dernier rang des préoccupations. Netanyahou remonte dans les sondages. Et en fait, c'est pour lui une partie politique autant que certainement la concrétisation d'une ambition qu'il porte depuis fort longtemps et
que beaucoup d'Israéliens partagent, même si c'est une société infiniment plus déchirée qu'il n'y paraît. Ce qui est aussi important, c'est de voir que les Israéliens ont quand même mis le paquet en déployant 2 divisions là-bas dans le nord, et que pour eux, entretenir ces divisions qui sont, je rappelle, essentiellement composées de réservistes, c'est un vrai problème pour leur économie. Donc c'est un très gros effort qu'ils font et qu'ils ne peuvent pas faire dans la durée. Alors tiendront-ils, ils vont essayer de tenir jusqu'aux élections américaines, ça c'est absolument certain, mais peut-être pas après. Quel est le rôle de la France? Vous allez nous quitter, Amiral Michaud, pardon, merci beaucoup. C'est le général Grégoire de Saint-Quentin qui va vous remplacer. Ancien chef des opérations de l'armée française. La France, face au nucléaire iranien, face à ce danger du nucléaire iranien, avait réfléchi, et c'est vous qui avez été au cœur de cela, Grégoire de Saint-Quentin, vous allez nous rejoindre. Quel est la marine est au combat. Hein. Ah ben la marine, bien sûr. Personne n'oublie la marine, amiral, rassurez-vous. Surtout pas avec vous. Et surtout pas Grégoire de Saint-Quentin, là, c'est les Fanamili, là, c'est entre Fanamili. On les gêne un peu, peut-être, Christine O'Krent. J'ai l'impression qu'ils sont entre... Merci beaucoup. Enfin, si je peux rester, je reste. Ah, mais vous restez, Christine O'Krent. Vous méritez d'être au moins général, maréchal. Moi, je vous nomme maréchal, Christine O'Krent. Encore restez avec nous, s'il vous plaît, quelques instants. Le nucléaire iranien, ça fait tant d'années qu'on en parle. L'idée pour les Israéliens, pour les Américains aussi, que peut-être c'est le moment maintenant de les empêcher d'avoir la bombe. Oui, mais les informations que l'on entend du côté américain ne vont pas dans ce sens. Il semblerait au contraire que l'administration Biden essaye de faire comprendre aux Israéliens que les installations nucléaires iraniennes sont très dispersées dans un très grand pays et qu'il serait plus efficace, mais je crois que c'est ce que Gérard Haro soulignait il y a quelques minutes, qu'il serait plus efficace de viser les infrastructures pétrolières en particulier. Et donc on voit déjà les marchés qui bouillonnent parce que ça modifie les rapports de force. Mais c'est ce qu'on entend, semble-t-il, à Washington. Alors ça, c'est l'analyse politique. Effectivement, merci beaucoup, Christine O'Krent, d'avoir été avec nous. Avec vous, général Grégoire de Saint-Quentin, l'analyse militaire. Vous êtes au cœur, vous êtes un des plus hauts gradés de l'armée française. Vous dirigiez les opérations, vous étiez chef des opérations. La France a-t-elle réfléchi à la possibilité de détruire le nucléaire iranien? On se rappelle qu'il y a eu des moments où on a négocié et d'autres moments où on ne pouvait plus négocier. Ouais, si on a négocié, et notamment la France a été extrêmement active, sa diplomatie, et même a été la plus dure envers les Iraniens au moment de la négociation de ce traité en 2015, je crois qu'il y a de mémoire qui a été signé en 2015, c'est bien parce que la solution militaire contre l'arsenal ou la nucléarisation de l'Iran est absolument très difficile à mettre en œuvre. Ça a été dit tout au long de cette soirée, les Iraniens protègent leur programme nucléaire, il est enterré extrêmement profondément, en tout cas certaines parties, et donc on voit bien d'ailleurs que dans la lutte contre la progression de cette nucléarisation de l'Iran, les services israéliens ont surtout frapper ce qu'on appelle dans notre langage des cibles molles, c'est-à-dire les hommes qui mènent ce programme. Ils ont tué un certain nombre d'ingénieurs. Ils ont tué un certain nombre d'ingénieurs, et même peut-être, je crois même, le chef du programme nucléaire iranien. Donc, pourquoi ? Parce que atteindre les centrifugeuses qui aujourd'hui sont enterrées très profond. Alors, il y a eu un très beau coup qui avait été réussi. C'était probablement la première opération dans le cyberespace, une cyberattaque et une opération offensive qui a consisté à faire déborder et finalement finir par faire casser toutes les centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium. Mais depuis, si vous voulez, il faut bien imaginer que le régime iranien a pris un certain nombre de mesures. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les bombardements des Israéliens dans le sud de Beyrouth ou sur l'attaque sur Nasrallah, c'est pas possible aujourd'hui d'imaginer détruire le système, en tout cas tous les composants de cet arsenal d'un seul coup et avec uniquement des frappes. Alors, que peuvent-ils frapper exactement? Vous avez travaillé sur ce sujet. Il y a ce que vous appelez les cibles molles. Le mot est un peu... Enfin, ce sont les hommes, les personnes. Il faut rappeler que dans l'histoire, sauf erreur, c'était les bombardements de Peenemünde. Churchill avait réussi à faire bombarder beaucoup d'ingénieurs qui devaient travailler au V2. Ça a ralenti le programme des V2. Et puis l'eau lourde.
Et aujourd'hui, est-ce que les Israéliens, en tuant un certain nombre d'ingénieurs, de responsables iraniens, peuvent vraiment ralentir le programme nucléaire? Ou est-ce qu'il est trop près du but? En tout cas, ils l'ont fait. Et alors, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Très sincèrement, moi, ça fait 4 ans que j'ai plus accès à l'information particulière, je ne peux pas vous le dire précisément. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis que M. Trump a rompu cet accord, est sorti de l'accord, les Iraniens ont été libérés de leurs obligations vis-à-vis de cet accord et donc se sont mis à réenrichir considérablement de l'uranium pour avoir la quantité nécessaire d'uranium enrichi pour constituer des têtes nucléaires. Voilà. Ça, on sait que la marche en avant a repris. Où est-ce qu'on en est précisément? En fait, on n'en sait rien. De toute façon, pour faire une arme nucléaire, il ne faut pas simplement avoir de l'uranium, il faut constituer une tête, il faut faire des essais pour être sûr que ça marche. Et après, il faut mettre cette tête sur un vecteur. Voilà. Alors, c'est vrai que parallèlement, et ça a été rappelé très souvent ces derniers jours, les Iraniens ont beaucoup progressé sur leurs missiles balistiques qu'ils ont fait progresser de plus en plus, notamment en portée, jusqu'à être capables effectivement de pouvoir menacer le territoire israélien. C'est ce qu'on vient de voir il y a 2 jours, mais là, c'était avec des têtes dites conventionnelles. Quand vous avez travaillé sur le sujet, vos équipes, sur quoi vous avez buté très précisément? J'imagine que vous avez progressé dans la réflexion pour détruire un certain nombre d'objectifs. Sur quoi vous avez buté? Non, en fait, on n'a pas travaillé précisément sur ce sujet. Cette question ne s'est pas posée à l'armée française ces dernières années. Il a toujours été question de contraindre les Iraniens par la négociation et la diplomatie. Et la France et l'Europe ont été extrêmement choqués et marris de voir que cet accord obtenu de haute lutte, qui malgré tout limitait le programme nucléaire iranien, a été unilatéralement dénoncé par Donald Trump. Et il l'a fait, il ne faut pas se cacher les raisons, uniquement pour défaire ce que M. Obama avait fait. Voilà. Aujourd'hui, une bombe, y a-t-il une bombe des bombes qui puissent vraiment descendre assez profondément? On parle de combien de mètres, à combien de mètres sous le sol se trouvent les installations? On ne sait pas, mais en fait, si vous voulez, on a du mal à imaginer. On se dit, finalement, ils arrivent à traverser tout un immeuble et à frapper Nasrallah dans son bunker en dessous de l'immeuble. Oui. Mais en fait, finalement, un immeuble, ça fait 15 mètres de haut et c'est plein de creux, c'est plein de vides. Voilà, et donc la munition traverse. Alors certes, il y a des dalles de béton, mais globalement, c'est beaucoup de vide. Là, c'est sous la terre, donc sous des couches de roches. Donc il n'existe pas de munitions pour aller à 15, 20, 30, 50, 70, 100 mètres, on ne sait pas exactement où ils sont. Donc il y a encore, dans le monde en 2024, on croit naïvement que la puissance des bombes est telle qu'on peut descendre presque sans fin. Il y a encore des bunkers qui sont hors d'atteinte. Ah oui, si vous creusez dans la montagne, tout à fait, vous pouvez les rendre hors d'atteinte. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs avec le programme nucléaire d'un autre perturbateur de la scène internationale qui est la Corée du Nord, et qui fait même ses essais enterré très très profond. Oui, donc dans un cas pareil, ça n'est pas seulement le manque de volonté de la part des Américains ou d'autres, c'est vraiment qu'en Corée du Nord ou en Iran, il y a des sites inatteignables. Exactement. Oui, tout à fait. C'est inatteignable, en tout cas par une frappe. Mais regardez, même le sud Liban, où ces derniers jours, les Israéliens ont beaucoup frappé, où il n'y a pas de bunker comme ça, c'est pas enterré. Mais ils sont quand même obligés d'engager l'infanterie pour aller chercher et détruire toutes les caches d'armes du Hezbollah au sud Liban. Parce qu'il y a un moment où vous ne voyez pas tout du ciel et vous ne pouvez pas tout frapper du ciel. C'est extrêmement important, c'est efficace. On l'a vu sur les dernières semaines et les derniers jours. Mais c'est souvent pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. Et donc vous êtes obligé d'envoyer des gens au sol. L'Iran n'y pensait même pas. Enfin, je veux dire, personne ne réfléchit sérieusement à ça. Pourquoi les Américains freinent-ils? Écoutez Joe Biden, effectivement, Joe Biden, à la passerelle de son avion, dit non, nous ne voulons pas, en tout cas c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il le pense vraiment, et est-ce que ça cache autre chose, mais ils disent, nous ne voulons pas que les Israéliens frappent les sites nucléaires. Seriez-vous favorable à une attaque contre les sites nucléaires iraniens? La réponse est non. Nous discuterons avec les Israéliens de ce qu'ils vont faire. Nous sommes d'accord avec les dirigeants du G7 sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais qu'ils doivent répondre de manière proportionnée.
Mon général, quelle est la crainte ici? Est-ce que c'est une crainte, disons, politique, ou est-ce qu'il y a une crainte d'incertitude quant à la réplique des Iraniens? Ouais, en fait, moi, ce qui me frappe dans cette réponse, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Il y a comment vous répondez, proportionnellement ou pas. Bon, et effectivement, là, la réponse est claire. Et il y a les objectifs pour lesquels vous frappez. Et c'est ça sur lequel il devrait répondre, en réalité. C'est quoi, aujourd'hui, et quels peuvent être les objectifs des Israéliens? Au sud Liban, et avec le Hamas, on l'a vu, c'était détruire le Hamas, détruire les tunnels, et effectivement, empêcher que cette menace qui les a tant déstabilisés le 7 octobre puisse reproduire. Maintenant, ils sont dans une phase 2, où ils font ça avec le Hezbollah, qui les agresse depuis un an. On a le sentiment jusqu'à présent, sauf annonce particulière de M. Netanyahou, que en fait les objectifs, c'est juste de repousser la menace. Alors est-ce que on suppute depuis toute la soirée sur est-ce qu'ils vont frapper l'Iran, oui, comment, et surtout qu'est-ce qu'ils vont frapper? Et en fait, c'est bien ça la question. À mon avis, c'est pas forcément le nucléaire. Quelle est la plus grande menace aujourd'hui pour eux, constituée par l'Iran? C'était leur projection de puissance à travers les milices. Les Houthis, ils ont un peu frappé, frappe d'avertissement, c'est pas vraiment des frappes systématiques. Et effectivement, le Hamas, qu'ils ont en grande partie détruit. Et puis aujourd'hui, c'est le tour du Hezbollah. Voilà. On a bien entendu M. Netanyahou dire oui, effectivement, j'ai été frappé, il y a eu 200 missiles qui ont frappé le territoire ou qui ont été dirigés vers le territoire israélien la nuit dernière. Donc moi, je me vengerai et ça sera terrible. Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas contre quoi, si vous voulez. L'analyse aujourd'hui de ce qu'ils espèrent obtenir comme effet de l'usage de la force contre les Iraniens, on ne le sait pas. Quels sont les précédents qui peuvent les inspirer? On se rappelle par exemple que les Américains ont mené une campagne de bombardement très importante contre les Serbes, avec des destructions de ponts, des destructions d'infrastructures électriques, etc., qui ont fini par casser les reins du régime de Milosevic. Est-ce que ce type de scénario peut exister à leurs yeux? Non, alors surtout pas sur l'Iran. Non, je pense absolument pas. Déjà sur le Liban, ça n'a pas fonctionné en 2006. Vous vous rappelez qu'il y avait quand même une frappe sur la centrale qui était au bord de la Méditerranée, au sud de Beyrouth. Donc en fait tout ça, les frappes sur les infrastructures. Ça veut dire qu'une campagne aérienne de bombardement ne suffit pas à faire tomber un régime? Non, je ne pense pas, et je pense même que c'est de nature, surtout si elle est systématique et de grande ampleur, c'est de nature à fédérer encore les quelques soutiens que ce régime iranien peut encore avoir dans la population, notamment dans les campagnes. Il essaiera de fédérer derrière lui, et ça, je pense que ça, les Israéliens en sont clairement conscients. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont des options, certainement. Tout le monde a été quand même frappé de stupéfaction par l'opération des beepers. Je pense que les Iraniens aujourd'hui, en tout cas la haute hiérarchie iranienne, se pose certainement beaucoup de questions. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas un mois, ils ont tué le chef du Hamas chez eux, dans leur arrière-cour. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens et le régime iranien, ils supputent sur un certain nombre d'actions contre eux directement. François Hollande s'était confié dans un livre célèbre de Davé et l'homme sur ces moments où il avait lui-même, c'est le président de la République qui prend ce genre de décision, donné l'autorisation pour tuer un certain nombre de chefs islamistes. Quand vous étiez aux affaires, est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez dans le moment d'hésitation? Non, on n'est pas dans un moment d'hésitation. L'hésitation, à partir du moment où on a déterminé que telle ou telle infrastructure ou personnel était une cible légitime, pour tout un tas de raisons. Après, on est dans une opération militaire qu'on planifie avec beaucoup de renseignements à l'avance et après qu'on exécute. Voilà. En réalité, vous venez de le rappeler, la responsabilité, elle est prise, ça dépend des niveaux, et elle est prise soit par le chef des opérations, soit éventuellement par le SEMA, soit, dans certains cas particuliers, et ça a été dit, rappelé par M. Hollande, par le président de la République, dans le cadre d'une campagne militaire qui est déclenchée comme celle qu'on a menée au Sahel, c'est délégué aux militaires. Voilà. Vous êtes un des plus grands généraux de l'armée française, je ne vais pas faire du café du commerce avec vous, mais quand on regarde l'ensemble du Proche-Orient, et sans aller à la conclusion trop facile, est-ce qu'on va vers une guerre plus générale au Proche-Orient, une guerre générale au Proche-Orient, quand on met bout à bout tout ce qu'on a vu?
Je sais pas, en fait, on ne sait pas trop où ça va s'arrêter aujourd'hui, effectivement, mais c'est vrai que l'armée israélienne fait une démonstration en ce moment. Donc là, ils ont quand même cassé les reins du Hamas, et ils sont en train de le faire avec le Hezbollah. Donc une guerre plus générale au Proche-Orient, si vous voulez, avec qui ? Les Syriens, le régime de Bachar, il sort de 10 ans de guerre, je crois qu'il n'a pas forcément envie d'y retourner. Reste l'Iran. Voilà, il reste l'Iran, qui est en fait tire les ficelles dans la région avec sa projection de puissance, les passes d'Aran, les milices et la force Al-Quds, donc son service secret. Merci beaucoup mon général.